Les amis, on commence une belle et agréable semaine dans la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, on va parler de tous les remous qui se sont passés autour du Crypto Summit. On ira voir quelques paramètres sur le Bitcoin et la crypto. Et puis j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Non, je la refais. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, on commence tout de suite avec notre bon vieux BTC qui nous a fait une semaine plutôt dégueulasse, qu'on se le dise. Et il semble que le Bitcoin a bel et bien envie d'aller combler le gap CME qu'on a laissé derrière nous, qui était du coup lors de l'élection de Donald Trump. On avait une espèce de gap qu'on est venu retravailler, mais pas entièrement. Pas entièrement. Pour venir le combler au total, il faudrait atteindre les 77 000. Et de la même manière, si on est lancé direction ce gap, ça ne m'étonnerait pas de voir le Bitcoin venir rebondir sur notre précédent ATH qu'on avait réalisé en mars 2024, donc aux alentours des 72 000, 70 000 dollars. Mais voilà, pour le Bitcoin, honnêtement, moi je suis toujours confiant. Tu sais, mes convictions n'ont pas changé pour le bull run, pour la crypto-monnaie, etc. La seule chose où je vais commencer vraiment à me poser des questions sur l'avenir du bull market, c'est si le Bitcoin va en dessous de cette zone aux alentours des 58 000 dollars qui commence à s'installer. Là, ok, on pourra se dire, bon, ce serait vraiment pas bon, parce que ça voudrait dire qu'on fait un plus bas qui est plus bas que le précédent. Si tu te mets à l'échelle monthly, voilà, des fois c'est bien de dézoomer les mecs, parce qu'on a la tête dans le guidon, et voilà, vous connaissez la chanson, c'est dur de prendre du recul. Parce que si tu regardes la charte en dézoomant bien, tu peux constater qu'on a des bas qui sont toujours de plus en plus hauts, tac, tac, tac. En revanche, voilà, si le Bitcoin commence à venir dans cette zone, tac, et à faire un plus bas en dessous pour remonter, là, ok, faudra vraiment se poser des questions et potentiellement prendre la poudre d'escampette. Tant qu'on n'y va pas, de mon côté, je reste extrêmement bullish, même si le marché corrige, même si le marché nous donne du sang, on n'a que du sang ces dernières semaines, je reste toujours droit dans mes bottes avec mes convictions, et ça, je crois que tu peux pas me l'enlever. Ensuite, concernant les altcoins, avec le ticker Other qui représente la capitalisation du marché des altcoins, excluant le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées, voilà, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le marché des altcoins. Grosso modo, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est toujours dans notre biseau, et à chaque fois qu'on a des corrections, voilà, on vient taper la borne inférieure de ce biseau, et voilà, l'objectif, maintenant, c'est de ne pas briser ce biseau à la baisse, de toujours rester, d'essayer de clôturer au-dessus de cette borne inférieure, et tu vois, c'est notre dernière chance, j'ai envie de te dire, pour les altcoins. De la même manière, lorsqu'on a des petites hausses sur le Bitcoin, lorsqu'on a des petits regains d'intérêt, on vient à chaque fois taper cette zone supérieure de ce biseau. Donc voilà, brutalisez-nous les institutions, les BlackRock, les patins, les couffins. Tant qu'on reste dans ce biseau, moi je resterai toujours bullish sur les altcoins de qualité. Je me répète encore une fois, mon gros. Et si tu as des altcoins, voilà, pour lesquels tu n'as pas de conviction, pour des pingouins, pour des toutous, etc. Si tu n'as pas encore des pertes qui sont extrêmement significatives, des périodes comme celle-là, ça peut être le moment de passer l'arme à gauche et de changer de stratégie. D'ailleurs, à ce sujet, les mecs, je vous parlerai de certaines stratégies lorsque le bull run reprendra, lorsqu'on aura une grosse jambe haussière sur le marché de la crypto-monnaie et du Bitcoin. J'ai élaboré quelques plans et quelques méthodes qui nous permettront de faire des gains supplémentaires. Je vous en parlerai en temps voulu lorsqu'on aura une jambe haussière, parce que voilà, j'ai pas envie de vous partager ça maintenant parce que c'est vraiment pas propice à le faire. Bon, de toute manière, c'est ni le moment ni le lieu, donc on en parlera en temps voulu. Ensuite, mon gros, on continue avec le Crypto Summit de Trump. Alors, comme tu le sais, Donald Trump, il a réuni des grands acteurs du monde de la crypto-monnaie et il a fait une espèce de conférence, un sommet de la crypto-monnaie à la Maison Blanche, et ça s'est déroulé vendredi. Alors il y avait énormément de personnes qui étaient derrière son ordinateur pour suivre cette réunion, pour suivre les annonces. Tout le monde était sur YouTube, genre c'était un truc de ouf. Tout le monde s'attendait à voir le Bitcoin exploser. C'est sûr que de la volatilité, on en a eu. De la liquidation, on en a eu aussi. Ça a été un peu perçu comme un sales news, j'ai envie de te dire, parce qu'au final, on n'a pas appris énormément de choses. Ce qu'on a appris, c'est des choses qu'on savait. On n'a pas eu l'annonce exceptionnelle, tu vois, comme quoi les États-Unis allaient acheter tant de Bitcoin par mois, ou alors Donald Trump n'a pas annoncé que voilà, les États-Unis allaient acheter du Akash Network ou allaient acheter du Render. Donc voilà, on n'a pas eu de vraie explosion, on n'a pas eu de nouvelles incroyables. Mais si on fait un petit recul sur la situation, grosso modo, les 3 points majeurs qui ont été annoncés, c'est que dans un premier temps, numéro 1, on a la fin de l'opération Shockpoint 2.0. Et cette opération, menée par le précédent gouvernement, elle visait à limiter l'accès des entreprises de crypto-monnaies aux services bancaires et traditionnels. En fait, elle leur mettait des bâtons dans les roues pour emprunter, pour faire des opérations financières en tout genre qui permettent à chaque entreprise de se développer. Donc ça, c'est un bon point pour l'industrie de la crypto-monnaie. La seconde mesure qu'on connaissait finalement, c'est la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. On a Donald qui a signé un décret établissant une réserve fédérale de BTC, mon gros.
Et donc grosso modo, c'est destiné à renforcer la position des États-Unis dans le domaine des actifs numériques, devenir la capitale de la crypto-monnaie. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu les résultats. Sauf que voilà, le marché et les investisseurs ont été déçus parce qu'on s'attendait potentiellement à ce que Donald Trump annonce que voilà, les États-Unis allaient acheter pour tant de bitcoins tous les mois. Sauf que voilà, c'est pas ce qui a été annoncé. La réserve actuellement, elle est constituée des bitcoins qui ont été saisis par le passé. Et actuellement, les USA possèdent 200 000 bitcoins. Mais ce qui a aussi été évoqué, c'est que ces 200 000 bitcoins qui avaient été saisis antérieurement, eh bien en fait, ils constitueront la base de cette réserve stratégique. Et ils ont laissé entrevoir la possibilité d'un achat. L'art, la manière, la méthode, avec quel argent, on ne le sait pas encore. Mais dans les mois qui viennent, on pourrait apprendre un peu plus de choses à ce sujet. Et ça, c'est la partie intéressante, je vais revenir dessus juste après. La troisième mesure, c'est le soutien de la législation des stablecoins. Les stablecoins, le président Trump, il adore ça, hein, il a bien compris l'envergure qu'on a autour des stablecoins basés sur le dollar américain. Et Trump, il a exprimé du coup son soutien aux efforts du Congrès visant à établir un cadre réglementaire pour les stablecoins adossés au dollar américain. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important que les États-Unis jouent avec les stablecoins qui sont basés sur le dollar américain? C'est parce que ça permet de renforcer la domination du dollar américain à travers le monde. Ça fait maintenant des décennies que la Chine se vide de ses obligations américaines. Grosso modo, des obligations américaines, tu achètes la dette des USA, ce qui permet aux USA de se financer. Bon, si t'as plus personne qui achète la dette, comment est-ce que tu fais? Complicado. Alors qu'avec les stablecoins, récemment, on avait appris que les entreprises émettrices de stablecoins pouvaient se servir de l'argent généré pour acheter des obligations américaines. Mais pour revenir sur le second point qui me semble extrêmement intéressant, c'est la création de la réserve stratégique. Actuellement, ils ont 200 000 bitcoins, ok, mais il y a des discussions qui sont en cours avec tous les grands acteurs, tous les grands conseillers de Donald Trump pour acheter plus de bitcoins, pour renforcer cette réserve stratégique. Parce que s'ils gardent seulement 200 000 bitcoins, voilà. Ça va pas changer la fin de l'histoire, même si ces bitcoins sont enlevés de la circulation, de la supply, grosso modo. Ce que le marché a envie d'entendre, c'est que les États-Unis achètent des bitcoins régulièrement, comme le fait le Salvador. Et ça serait extrêmement bien perçu, ça serait extrêmement bullish, parce que justement, ça pourrait encore plus attirer des institutions, ça pourrait encore plus, inciter d'autres pays à faire la même chose. Honnêtement, je ne pense pas que les États-Unis vont faire une annonce comme quoi ils achètent des nouveaux bitcoins avec les impôts des Américains, ou avec je ne sais quelle méthode, durant, le mois qui vient, les 3 mois qui viennent, je ne sais pas, tu vois. Mais par contre, ce qui pourrait être extrêmement intéressant, extrêmement malin, et Donald Trump, tu le connais, hein, tu sais que lui c'est un communicant, c'est un mec stratégique, pour relancer le marché et faire un bull run explosif après toutes les corrections qu'on a eues, tout le dégoût qu'on a déversé sur le marché et les investisseurs. Si Donald Trump annonce seulement que les États-Unis achètent par exemple 10 bitcoins par mois, je pense que ça pourrait avoir un impact vraiment considérable sur le cours, sur la folie qu'il pourrait y avoir autour de la crypto-monnaie. D'ici la fin d'année 2025, est-ce que ce serait pas l'annonce justement qui relancerait la machine? Est-ce que ce serait pas l'annonce qui relancerait l'engouement autour du BTC, la Google Trend de Bitcoin qui repartirait à la hausse? Honnêtement, c'est vraiment un scénario bien vicieux de Trump là que je verrais bien, tu vois, dans l'année 2025. Ensuite, si on fait un petit point sur la charte qui correspond à la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins. Bon, je vais pas te la représenter, mais grosso modo, cette charte quand elle descend, donc dans ces zones vertes, c'est intéressant pour les altcoins, et quand on est dans la zone rouge, c'est le Bitcoin qui prend toute la liquidité, donc pour les altcoins, ça pue. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans la zone verte et on veut cracher vers le bas. D'accord. Et comme tu le sais, depuis maintenant la fin décembre, on est rentré dans cette zone où, historiquement, on devrait avoir un déchargement de la liquidité sur les altcoins qui prennent de plus en plus de force par rapport au Bitcoin. Et c'est pas ce qu'on a encore. C'est pas encore ce qu'on a. On a eu des signes de retournement. On a eu des signes finalement de renversement où les altcoins prennent plus de place, plus de dominance par rapport au Bitcoin. Mais à chaque fois, Donald Trump nous a mis des bâtons dans les roues. Il a annoncé des choses qui n'ont pas été positives pour le marché. Malgré ce qu'on puisse dire, le Bitcoin, ça reste quand même un actif risqué pour l'instant. Et les altcoins, je t'en parle même pas. Donc forcément, quand les gens ont peur et qu'il y a de la panique, ils sortent des altcoins pour aller dans le BTC. Et tu sais, à chaque fois qu'on regarde cette charte-là, on se concentre pas mal sur la dernière all season qu'on avait eue aux alentours de 2021. Toutes les estimations qu'on avait fait, c'est vrai qu'en plus, c'était plutôt ressemblant. On commençait à faire une charte comme ça, tu vois, avec une espèce de W, puis ensuite on crachait pile le poil dans la zone qui nous intéressait, dans la alt season. Et tu vois, je t'avais parlé de cette zone justement où on avait une espèce de W. Bon, l'amplitude du W était moins puissante que le précédent, mais je me suis jamais vraiment focalisé avec toi sur l'alt season qu'on avait eu en 2017, pardon. Et donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Si on se focalise sur l'alt season qu'on avait eu en 2017, ce qu'on peut constater, c'est que si tu prends la même périodicité en termes de jours
par rapport au halving, d'accord? On a vu cette jonction entre la zone rouge et la zone verte le 26 décembre, donc grosso modo plus ou moins identique à la nôtre, hein, ce qu'on a eu en 2024. On a eu un premier crash de cette dominance de Bitcoin qui a débuté en février, ok? Ça a donné plus de force aux altcoins, mais on a eu réellement un intérêt autour de la crypto-monnaie à partir du 24 avril. À partir du 24 avril, on est passé en dessous de cette trendline, qui, je te le rappelle, hein, est toujours d'actualité. Actuellement, on est pile poil dessus. Bon, elle a un petit peu dépassé, on est en train de la titiller. J'ai regardé vraiment stupidement, tu vois, cette jonction entre ces deux zones, la rouge et la verte, et le moment où on a cassé cette trendline, tu vois, qu'on tire derrière nous, la zone stratégique dont je viens de te parler. Et comme tu peux le constater, on a 18 bars. Ok, donc on a 126 jours. On avait eu 126 jours pour vraiment avoir une explosion des altcoins et un crash de la dominance du Bitcoin. Et donc du coup, si tu reportes cette période-là à l'hiver nucléaire qu'on est en train de connaître sur le marché de la crypto, eh bien c'est que ça nous amène au 21 avril 2025. Donc, voilà, je trouvais ça plutôt intéressant et plutôt surprenant, je voulais te le partager. Est-ce que ce serait pas la zone à partir de laquelle on aurait notre renversement, pas comme le cycle précédent, directement à la jonction entre ces deux zones, mais en se calquant plus sur le cycle de 2017 avec une explosion des altcoins qui arriverait à la mi-avril, à peu près 126-128 jours. Je trouve ça plutôt intéressant et c'est vrai que ça coïncide avec pas mal d'études qu'on a fait ces derniers temps, mon gros. Dis-moi ce que t'en penses. Bon voilà, on fait un petit retour rapidement sur les annonces économiques qui sont tombées la semaine dernière. Hein. Vendredi, voilà, on attendait le NFP, on attendait le discours de Jérôme Popov, grosso modo, voilà, rien de nouveau, rien de neuf. Ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule, donc écoute, on va pas s'attarder là-dessus. Toujours est-il que moi, je reste vraiment droit dans mes bottes. Et je te l'ai dit, Donald Trump, il veut réindustrialiser son pays. Et pour ça, tu as besoin d'avoir des taux d'intérêt qui soient bas. Peu importe ce qu'on voit, moi je reste vraiment fidèle vis-à-vis des fondamentaux de sa politique, je reste droit dans mes bottes. On verra ça dans tous les cas, mon gros. Ensuite, une news plutôt intéressante qui concerne les baleines qui accumulent de l'Ethereum pendant que les gens, les petits détenteurs de Ethereum sont en train de vendre. En fait, c'est en train de passer des pauvres personnes vers les très grands riches, vers les institutions. Comme tu peux le constater, on a une des plus grandes baleines d'Ethereum qui a acheté pour 330 000 ETH. Ces deux derniers jours, il a accumulé un maximum là où tout le monde est en train de paniquer. Je te rappelle aussi que World Liberty Financial, le projet de la famille de Donald Trump, a accumulé un maximum d'Ethereum. Donc écoute, si le fils de Donald Trump est toujours bullish sur l'Ethereum, sur le marché de la crypto et sur les altcoins surtout, disons que c'est plutôt encourageant. Ensuite, parmi la baisse, parmi les corrections qu'on est en train de vivre, il y a quelques petits projets qui arrivent à s'en sortir en tirant la tête de l'eau. Bon, arrive à s'en sortir, c'est des grands mots, d'accord ? Mais on a les dynamiques TAO de Bitensor qui sont en train de faire des volumes de malades. On a de plus en plus d'échanges sur les petits projets, autrement dit les subnets de l'écosystème de Bitensor. Si tu sais pas ce que c'est, tu vas sur ma chaîne, c'est hyper intéressant. Personnellement, moi j'adore ça. Je t'ai fait plein de vidéos où je te parle de Bitensor et je te développe quelques subnets, je te les explique, etc. On a commencé en 2024 sur la chaîne de la Crypto Bref. Il y a plein de choses à voir. Bref, toujours est-il qu'on a de plus en plus d'engouement autour de ces subnets et lorsqu'on aura notre jambe haussière, si on là, hein, tu l'as bien compris. Ce genre de petit projet qui est très peu capitalisé, qui attire réellement finalement des utilisateurs qui créent de la valeur, selon moi pourrait engager énormément de capitaux et pourrait se valoriser. Et parmi les crypto-monnaies qui sortent la tête de l'eau, comme je t'ai dit, on a aussi Maple, autrement dit Syrup. Maintenant, tu sais qu'ils ont changé, ils ont fait un merge entre les deux tokens. Le token Syrup, hein, grosso modo, maintenant le projet Maple rachète des tokens avec les gains qu'ils font. Ils récupèrent du Syrup qu'ils vont enlever de la circulation et ça c'est extrêmement bullish parce qu'on parle quand même de belles sommes. Hein. Grosso modo, le Syrup, à combien il est actuellement? On parle de quand même 88 millions de dollars de Syrup qui ont été enlevés de la circulation et ça je trouve ça plutôt intéressant, vraiment très intéressant, d'autant plus que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer autour de Syrup. On avait vu ensemble qu'il y avait de grosses divergences, que c'est un projet qui a engagé des capitaux, qui avait une TVL qui était vraiment croissante. On avait un RSI de malade mental, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, gros, malgré la baisse, malgré le marché qui est dégueulasse, c'est un projet du RWA qui sort la tête de l'eau. Ça me permet de te faire le lien avec une vidéo que je t'avais fait cet été pour les plus anciens de la crypto bref. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais que les projets du RWA, ça permettait justement d'utiliser l'argent, l'USDT, pour le faire travailler. Et en période de baisse, lorsque les grosses baleines, les institutions prennent des bénéfices, donc elles convertissent leur crypto, leur Akash, leur Render en stablecoin, leur stablecoin en attendant de refaire partir le marché,
bah, c'est plus intéressant de le faire travailler à 5%. Donc pourquoi pas les mettre dans des projets comme le RWA. Et c'est pour ça que je t'avais dit que selon moi, il y aurait des projets dans le RWA qui résisteraient extrêmement bien. Et tu vois, bah, visiblement, Sirup, hein, il me fait pas mentir. Il me fait pas mentir, il me donne même raison. On n'a pas une explosion, on n'est pas là sur Memcoin, d'accord? Mais là où t'as des projets qui, bon, je te parle pas des Memcoins qui prennent moins 99%, mais là où t'as des projets qui vraiment se cassent la gueule, Sirup, je trouve qu'il est plutôt résilient. Voilà, donc dans la crypto-monnaie, c'est pas toujours rose, mais n'oublie pas que lorsque le ciel s'éclaircit, tu oublies ces moments d'incertitude, de panique qu'on a, et c'est ce qui risque d'arriver. Donc n'hésite pas à me laisser un petit abonnement pour continuer à soutenir mon travail, un petit like et un commentaire. On se retrouve demain, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.